Un jour, Zeus a dit à Prométhée, le temps est venu pour toi, pour nous les dieux, de faire venir au jour les non-immortels. Les non-immortels, ce sont les animaux, les hommes. Or, Prométhée, qui est chargé de faire ce travail, a un frère. Ce frère, c'est son jumeau, il s'appelle Épiméthée. Ce frère Épiméthée, il a pour caractéristique d'être le jumeau, le frère jumeau de Prométhée. Il lui ressemble, il est tout à fait son double, mais il est de son contraire également. Épiméthée, c'est le dieu du défaut, de l'oubli. Prométhée, c'est celui du savoir, de la maîtrise absolue, de la mémoire totale. Prométhée n'oublie rien, Épiméthée oublie tout. Or, Épiméthée dit à son frère Prométhée, Zeus t'a chargé de faire quelque chose, je veux m'en occuper. C'est moi qui m'en occupe. Et comme Épiméthée, c'est le frère un peu simple d'esprit de Prométhée, Prométhée a de l'affection pour son frère. Il n'ose pas refuser, il lui dit d'accord, tu t'en occupes. Donc, Épiméthée va se mettre à distribuer les qualités. Il va donner, par exemple, à la gazelle la vitesse. La gazelle court très vite. Au lion, la force et l'endurance. À la tortue, la carapace, etc., etc. Bref, il va distribuer des qualités qui sont équilibrées. Ce que décrit la distribution des qualités par Épiméthée, c'est l'équilibre écologique de la nature. Le lion court après la gazelle, il mange la gazelle, mais comme les gazelles courent très vite, il y a toujours des gazelles qui se reproduisent, que le lion n'attrape pas, et tout ça, tout va bien. Toutes les espèces sont équilibrées. Donc, Épiméthée distribue toutes les qualités, et puis d'un seul coup, il s'aperçoit qu'il regarde dans son panier, il n'y a plus de qualité. J'ai oublié de garder une qualité pour elle. Le panier est vide. Or, il me reste à faire venir au jour, comme dit la langue grecque, l'homme, enfin le mortel. Il y avait encore une espèce à faire venir au jour, mais il n'y a plus de qualité pour lui donner une forme. Du coup, Prométhée est obligé d'aller dans l'Olympe, dans l'atelier d'Héphaïstos, voler le feu. Le feu qui est évidemment le symbole de la technique, mais qui est aussi le symbole de la puissance de Dieu, Zeus. Bon, ce que vous me demandez donc dans la première question, parce que vous vous rappelez, c'est que dans la technique et le temps, je dis que la technique se développe plus vite que la culture. Vous me demandez ensuite qu'est-ce qui fait que la technique est devenue une question essentielle, nécessaire, disons, pour nous aujourd'hui. Et vous me demandez pourquoi cette nécessité de la question de la technique telle qu'elle se pose aujourd'hui nous reconduit nécessairement à la Grèce ancienne, grec ancien. Alors d'abord, pourquoi la technique qu'est-ce qui me permet de dire qu'aujourd'hui la technique se développe plus vite que la culture? En effet, ce que je pose d'abord dans mon travail, c'est que l'homme et la technique sont indissociables. Le phénomène de l'hominisation, c'est le phénomène de la technicisation du vivant. L'homme n'est rien d'autre que la vie technique. Mais, pendant des milliers et même des millions d'années, l'homme n'a pas éprouvé cette dimension technique
qui est constitutif de son existence et de sa vie, qui fait de lui un être vivant tout à fait original et singulier dans le règne des êtres vivants en général. L'homme, pendant très longtemps, n'a pas éprouvé cette différence, dans la mesure où la technique évoluait avec lui, je dirais, plus ou moins en harmonie avec lui. Pratiquement jusqu'à l'époque de la révolution industrielle, l'homme vit dans un milieu technique qui est en règle générale stabilisé et qui, sporadiquement, de temps à autre, entre en transformation. C'est ce que un historien comme Bertrand Gilles appelle les périodes de rupture technologique. Il y en a eu des ruptures technologiques depuis le début de l'humanité, mais les moments de rupture technologique au début sont très très éloignés, de plusieurs milliers, même plusieurs centaines de milliers d'années, je pense, à l'époque préhistorique. Puis à l'époque proto-historique, c'est-à-dire après la période néolithique, des périodes de plusieurs milliers d'années. Et après les Grecs, des périodes de plusieurs centaines d'années. Puis à partir de l'époque classique, des périodes de plusieurs dizaines d'années. Typiquement, la grande révolution industrielle de la machine à vapeur, ça commence en 1780. Ça provoque de grandes transformations dans l'activité manufacturière de la production industrielle. Ça constitue la révolution industrielle en tant que telle. Ce qui se passe avec la révolution industrielle, ce sont deux choses. Premièrement, le temps de durée d'un système technique devient de plus en plus court. Et il a tendance à devenir tellement rapproché que pratiquement il n'y a plus de stabilité véritablement du système technique. Jusque pratiquement au XVIIIe siècle, la science d'un côté, c'est-à-dire la philosophie, science et philosophie sont une seule réalité. Et de l'autre côté, la technique sont deux mondes qui communiquent très peu. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle pour que un rapport tout à fait nouveau entre la science et la technique à travers l'industrie se constitue, un rapport qui va bouleverser complètement la donne initiale de ce qu'a été la philosophie depuis Platon et depuis Socrate. La science grecque, la pensée philosophique grecque disent fondamentalement que la technique n'a pas d'épaisseur ontologique, n'a pas de sens ontologique, n'est que artefactualité, et qu'il faut distinguer l'artifice de l'ontologique, de l'être, qu'il faut séparer l'apparence et l'essence, qu'il faut isoler le devenir et l'être. À partir de là, sciences et techniques sont dans un rapport d'éloignement fondamental, de séparation fondamentale. Au contraire, à partir de la fin du XVIIIe siècle, le rapport va changer. Et le rapport qui était un rapport d'opposition entre sciences et techniques va devenir un rapport de composition. Le résultat va être un dynamisme de la technique tout à fait nouveau, qui va faire qu'on va entrer dans ce que j'ai appelé l'innovation permanente, c'est-à-dire un processus où la technique va avoir tendance à se transformer en permanence. Et où, par ailleurs, du côté industriel, il va apparaître la concurrence entre les entreprises, une concurrence qui va se faire désormais, outre le fait qu'on entre dans le processus de mondialisation, avec le développement du chemin de fer, des bateaux à vapeur, etc., donc des transports, et donc d'un élargissement des marchés énorme, tout à fait nouveau. Donc on sort de la sphère nationale, on passe subitement à un processus de concurrence, et la concurrence va se faire essentiellement sur l'innovation technologique, c'est-à-dire l'optimisation de la productivité des machines
la guerre économique qui va se traduire par une guerre techno-scientifique. Alors, ceci pose un problème de divorce entre l'organisation sociale, l'organisation spirituelle, linguistique, politique, économique, religieuse, épistémique ou épistémologique, juridique, métaphysique, biologique même. Des systèmes, toutes ces sphères sont des systèmes. Et ces systèmes sont d'un seul coup percutés, bouleversés, explosés par le système technique à travers le dynamisme de la technique électronique et Internet. Ce processus, en fait, a commencé dès le XIXe siècle. Mais maintenant, nous le vivons avec une brutalité, avec une force absolument extraordinaire. Il a commencé dès le XIXe siècle, parce que dès le XIXe siècle, il est apparu un processus tout à fait nouveau, qui est que l'industrie, dans sa lutte économique pour se développer, avait besoin de créer chaque jour des objets nouveaux, ouvrir des marchés nouveaux pour des objets nouveaux. Toutes sortes d'objets, l'automobile, l'eau minérale, le plastique, les jouets, les toys pour les babies, electricity, tout ça, le nouveau. Always new, 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 new. Et ça, c'est un changement pour la société absolument énorme. Un changement énorme parce que jusqu'au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, pour la plupart des gens, le monde était toujours identique à lui-même, toujours stable. La plupart des gens pensaient que le monde dans lequel ils vivent avait toujours été comme il est actuellement et sera toujours comme il est actuellement. Ils ne comprenaient pas qu'ils vivaient dans un temps historique.